contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Nous avons parcouru une longue période d'apprentissage pour comprendre les mécanismes de la gestion du pays. Nous sommes nés des parents qui ont travaillé pour la République depuis leur jeune âge, c'est-à-dire dans les années 60. Et ça ne nous a pas empêché de nous trouver des maîtres. En l'occurrence, je peux dire, j'ai eu une chance extraordinaire de travailler aux côtés du ministre Raymond Tshibanda, d'abord à la coopération internationale et régionale, ensuite au ministère des Affaires étrangères, coopération internationale, intégration régionale et francophonie, où je me suis occupé des affaires en rapport avec les cadres de coopération avec les pays du monde et par la suite l'intégration régionale. Ce qui fait qu'on a une vision un peu globale, un peu panoramique des affaires de l'État dans ce secteur-là. Je m'en vais ici présenter une émission que j'ai faite à l'époque lorsque j'assumais encore les responsabilités au ministère d'État, ministère de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, sur les rapports qu'on pouvait avoir avec nos partenaires au développement et l'idée que je me faisais par rapport à ce type de rapports. C'est-à-dire, est-ce que nous devions rester dans l'assistanat ou bien nous devions faire comme les pays asiatiques, les transferts de technologies, les transferts de compétences, en mettant l'accent sur les centres de recherche appliquées fondamentales dans nos universités. Donc, les plans nationaux stratégiques de développement de la RDC exigeaient de notre part de ne pas attendre qu'on nous donne ce que les autres veulent, mais plutôt, c'est conformant à la déclaration d'Accra et à la déclaration de Paris, dans les cadres notamment de l'accord de Cotonou, comment est-ce qu'il fallait faire pour que celui qui reçoit l'aide, celui qui reçoit les compétences étrangères puisse déterminer dans quel secteur il souhaiterait les recevoir. On ne doit pas nous imposer qu'on va vous donner ça plutôt que ça. Nous avions pensé à l'époque que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et cette pensée, cette réflexion a été coulée dans quelques livres qu'on avait écrits au demeurant, c'est-à-dire dans Ma Nation, dans L'homme et la structure. Nous avions développé toutes les théories et les pratiques nécessaires par la suite lorsqu'on arrive aux responsabilités pour pouvoir gérer au mieux les intérêts du peuple congolais, de la terre congolaise. Et tout ça, on peut puisqu'actuellement on parle d'une situation catastrophique sur nos minerais, mais toutes ces choses ont été figées, fixées dans l'accord de Cotonou que nous avions signé lorsque nous étions en responsabilité en 2020. Et par conséquent, l'émission qui va suivre va vous permettre d'avoir un peu une vue panoramique, mais avec des précisions, des points de précision, pour voir comment est-ce que la RDC a dû procéder à l'époque, comment il est souhaité que la RDC continue à procéder dans le futur pour contenir les appétits des uns et des autres, mais en même temps se préparer pour affronter ce qui se passe dans le monde et les grandes mutations avec le changement des paradigmes, notamment avec l'arrivée d'un monde nouveau qui est celui autour des BRICS, où les curseurs se déplacent de plus en plus vers l'Asie et l'Afrique. Je vous prie bien vouloir suivre l'émission en question et vos commentaires nous permettront de pouvoir améliorer les cas échéants par la suite. Je dirais non. Je dirais non parce que par expérience, je vois que l'aide au bout de 60 ans, ça ne donne rien. C'est-à-dire qu'on est dans les pansements sans cesse. Vous avez un petit problème à l'est du pays, on débarque, on donne quelques médicaments et tout ça, on accompagne, on fait un puits d'eau et puis on est content, ça s'arrête là. Ça ne sert à rien, est-ce qu'en Europe on fait ça? On ne fait pas ça. Lorsqu'on a amené les plats Marshall, ce n'était pas pour pouvoir faire des petits puits d'eau, soutenir, poncer les plaies, ce n'était pas pour ça. C'est donner les moyens à un pays de s'autosuffire, c'est-à-dire lancer la machine de l'éducation, de la formation, des sciences, des recherches appliquées fondamentales pour produire, être autonome dans la production.
C'est-à-dire on met en avant l'intelligence. On ne met pas en avant l'accompagnement, donner du poisson aux gens et tout ça. Et les proverbes chinois qui disent il ne faut pas apprendre un enfant, il faut pas donner du poisson à un enfant, il faut l'apprendre à pêcher. Regardez la configuration du Japon qui a eu sur sa tête 2 bombes nucléaires. Qu'est-ce qu'il y a au Japon? Pas grand-chose, sinon rien du tout à part l'intelligence. Voilà le niveau du Japon aujourd'hui. Voilà le niveau de la Malaisie, le niveau de la Corée du Sud, le nombre de brevets qui sont produits. Pourtant, il n'y a pas de matière première. Alors, si maintenant nous sommes juste identifiés comme étant les fournisseurs de matières premières, que les Belges nous voient de cette façon-là ou les autres partenaires, ce n'est pas bon pour nous. On ne peut pas être fier d'être les fournisseurs de matières premières de la planète. On doit être fier d'être les fournisseurs de matières finies, des produits manufacturés, transformés. Ces pays qui est riche de talents devraient avoir des start-up dans tous les coins des rues, dans tous les garages. Les jeunes gens devraient avoir des start-up parce qu'il y a de l'intelligence, beaucoup d'intelligence, beaucoup de talent. Il faut financer ça. D'où nous, RDC, pour l'instant, nous sommes dans ce processus-là, en train de pouvoir formaliser l'idée de pouvoir soutenir toutes ces intelligences à produire les vrais effets, c'est-à-dire la multiplication des start-up, la production, la transformation des matières premières, au départ de la RDC sur l'intelligence RDC. Alors, les grands enjeux sont notamment cette reconnaissance particulière de la période très atroce et voir un peu comment est-ce qu'on doit, de part et d'autre, la gérer. Des communs accords, hein, pas de façon unilatérale, ça c'est un enjeu majeur. Et partir sur de nouvelles bases, d'autres bases, sans faux fouillant, partir sur des bases saines. Parce que me semble-t-il que dans la plupart des domaines, quand les bases ne sont pas saines, on ne peut pas avancer. Il n'est pas acceptable qu'alors que la Belgique dispose d'une technologie extraordinaire, qui intervient notamment chez Airbus, dans plusieurs domaines, dans le domaine médical et tout, et que notre partenariat ne porte pas sur les transferts d'intelligence. Donc ce qui fait qu'en se rappelant qu'en 60, il n'y avait pas d'universitaires, plus ou moins 5, ce qui fait que cette volonté-là de pouvoir maintenir la RDC dans une position des consommateurs et non dans une position des créateurs continue jusqu'aujourd'hui. Il faut changer ça. C'est-à-dire les cadres de coopération aujourd'hui que j'essaie de formuler pour nos relations avec la Belgique doivent intégrer absolument. C'est une obligation des transferts de technologies, des formations, tout ça. On ne peut pas continuer à pouvoir envoyer nos matières premières en Belgique alors qu'on est en 2020. Nous sommes obligés d'être en mesure de pouvoir les transformer. Si vous voyez la Belgique aujourd'hui, il y a des enseignants congolais dans les universités, il y a des corporations, des grandes intelligences, des Congolais, tout ça d'origine, tout ça existe. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire les choses autrement? C'est-à-dire qu'au lieu, chaque fois, de solliciter des soutiens de la part de la Belgique dans un domaine dans un autre, pourquoi ne pas donner la possibilité à la RDC, accompagner la RDC vers son autonomie de l'intelligence, de la transformation, parce que tout est ici sur place. La belle idée qui avait été lancée avec l'université Lovanium aurait pu continuer dans le sens de pouvoir y installer des grands centres de recherche appliquée fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas revenir à ça? Pourquoi est-ce que l'université d'Anvers, des Bruges, des Gand, des Bruxelles, les 2 universités flamandes VUB et ULB, et Louvain ne peuvent pas aujourd'hui faire de joint venture dans le cadre de la coopération avec nos universités ici. On a les matières premières, on a du personnel, on a tout ça. Et commencer à former des jeunes gens localement ici pour la transformation de matières premières. Booster l'économie de la RDC à travers la production de l'intelligence. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Alors qu'on a une relation filiale, je dis. Donc je pense qu'il faut revoir les choses dans ce domaine. Si vraiment la Belgique est de bonne foi, la seule orientation, ce sera celle-là. La proposition a été adoptée il y a 2 semaines. Les travaux préparatoires pour la mise en place de l'interministériel vont commencer la semaine prochaine. D'ici les mois de juillet, je pense que je pourrais déjà passer dans les médias pour présenter
à la population et surtout aux jeunes qui attendent ça, qui attendent vraiment cette opportunité-là depuis très longtemps. Ça sera vers fin juillet, me semble-t-il, que je pourrais présenter la situation exacte de ce qu'on en sait. Puisqu'il faut à la fois la structure elle-même, comment ça va être opération, c'est quand même une commission interministérielle qui sera mise en place par décret du Premier ministre. Il faut un mécanisme de financement qui doit être adopté aussi par le Conseil. Et mettre tout ça ensemble, maintenant, on commence le travail. Donc ça demande quand même au moins un minimum d'un mois pour être opérationnel. Il faut aller vite. Habituellement, ce type de procédures prennent 3, 4, 5, 6 mois ou 1 an, mais on n'a pas le temps de pouvoir comprendre. Parce qu'on part du principe que ça prendra un certain temps avant d'être très opérationnel. Les premiers effets pourront déjà poindre vers l'année prochaine, la rentrée 2021 ou 2022. On peut déjà attendre aussi déjà la caisse commence à se remplir, on peut déjà commencer les premiers exercices à la rentrée académique 2021 ou plus tôt, sinon en 2022 on peut déjà dire voilà, on a actuellement 1 ou 2 millions, ça peut déjà servir des lancements pour partir dans une direction plus favorable aux intérêts de la RDC. La stratégie nationale de la promotion de l'intelligence pour le développement, c'est une idée tout à fait simple, magnifique et excellente. Pourquoi? Il y a les plans stratégiques proposés par le ministère du Plan pour le développement de la RDC. Ces plans ne peuvent être opérationnels que si on y injecte de l'intelligence et que si tous les domaines visés pour le développement sont assurés par la RDC, au départ de la RDC, par l'intelligence congolaise. Alors, j'ai amené ce dossier au niveau du Conseil, il a été adopté par tout le monde avec un standing ovation qui veut que on doit créer la bourse congolaise au départ de la RDC, financée par la RDC. Cette bourse permettra de pouvoir, ce que je viens de dire ici, dans tous les domaines clés du développement, la transformation de matières premières, dans les numériques, au niveau de l'agriculture, de la pêche, dans tous les domaines, on doit devoir financer toutes les recherches nécessaires et la formation du personnel pour transformer, mettre en œuvre, comme un peu partout dans le monde. L'avantage qu'on aura, par exemple, par rapport au Japon et à la Corée, c'est qu'on aura peut-être ou sûrement la même intelligence qu'eux, mais en plus de ça, on aura les matières premières à côté. Voyez-vous, c'est ce qu'on est en train de vouloir faire avec cette structure qui sera une structure interministérielle que je vais devoir présider. Et les mécanismes de financement doivent être d'abord RDC. D'abord RDC. Parce que les gens ne partent pas du principe que nous allons ouvrir une porte à attendre que les bourses arrivent et puis qu'on les affecte. Non. Nous allons d'abord créer les financements internes. En fait, les financements existent, notamment dans les mines, il y a une portion qui est réservée pour la jeunesse et tout ça. Il y a plusieurs domaines sur lesquels il y a déjà des finances répertoriées. Maintenant, il faut juste prélever ça et les orienter, les irriguer vers ces fonds particuliers qui doivent être gérés de manière transparente, puisque je sais que là aussi on va dire est-ce que c'est ça transparent? De manière transparente et distribué de manière transparente. Chaque fois qu'un jeune garçon, un groupe de jeunes gens, dire on a une start-up de transformation de ceci ou cela et tout, il faut financer ça. Chaque fois qu'on aura fini les examens d'État, on devra sélectionner les meilleurs élèves dans le domaine des mathématiques, dans plusieurs domaines et tout ça, en fonction du plan stratégique national de développement. Et comme ça, on affectera cette bourse pour accompagner ces jeunes gens pour aller plus loin, de sorte à pouvoir travailler dans le domaine. Donc c'est un peu ça globalement. À la fois les soutiens aux bourses, avec les bourses, les soutiens aux startups pour la transformation. L'idée ici, c'est la transformation locale de tout ce qui est matière première RDC. Transformation locale. Les génies congolais, les talents congolais doivent s'exprimer, on doit les financer immédiatement. Qu'on sorte un peu du folklore, on a fait ci, tout ça. J'ai vu plusieurs structures qui avaient été mises en place, mais on n'a pas intégré la jeunesse. On n'a pas intégré la dimension talent. On a donné peut-être aux enfants des gens mieux lotis déjà, des petites bourses et tout ça. Et puis la bourse, il ne faut pas se focaliser sur la bourse extérieure. Et la bourse extérieure, dans ma vision à moi, je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle soit en adéquation avec nos besoins. Ne me donnez pas la bourse, je n'ai pas besoin.
j'ai besoin de bourses pour l'exploitation du pétrole. Comment j'ai fait tout ça? Il faut que j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que face à un partenaire, on lui dira, écoutez, si vous voulez nous soutenir sur le transfert de technologies, des compétences ou les soutiens à l'accompagnement pour la transformation, on a besoin de bourses dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Si vous n'avez pas ça, ne nous donnez pas vos bourses. Ça ne nous intéresse pas. On doit sortir de cette mendicité à tout va où vous êtes habitué à manger du foufou matin midi soir, c'est votre régime alimentaire, on vous emmène des frites. Oui, mais bon, moi je mange du foufou, pourquoi vous m'amenez des frites? Parce que vous êtes mendiant, on vous donne tout ce qu'on peut vous donner. On doit sortir de là. J'appelle ça la mendicité. J'appartiens à une génération qui a la maîtrise parfaite de l'Occident et qui est à la quête de la maîtrise parfaite de l'Afrique, de la RDC en particulier. Ma quête de la compréhension de la RDC recommande que chaque fois je puisse regarder comment pense l'autre. Je sais comment il pense. J'ai souhaité adopter sa pensée à lui, l'intégrer chez moi et en même temps produire les effets de ce que je dois devoir être moi en tant qu'identité, en tant que peuple. J'ai pris longtemps la forme de l'eau, comme dit Sun Tzu. Il est temps maintenant que je puisse me déverser pour pouvoir agir. L'heure de l'action est arrivée. Les gens formés en Occident et un peu partout dans le monde sont là. Les jeunes talents congolais aujourd'hui ont l'information. On peut faire mieux. On peut diriger l'Afrique et faire partie des meilleurs pays du monde. Cohésion, une sorte de coalition congolaise au sens spirituel du terme est nécessaire aujourd'hui pour passer à autre chose. Bon, depuis 60, au fait, comme je disais, 60 était les pays en termes de coopération avec l'extérieur venaient de récupérer son indépendance, mais n'avaient pas encore d'assises et des réseaux réels au plan international parce que l'identité n'était pas encore suffisamment établie. Notre identité n'était pas suffisamment établie. Nous avions une identité avant 1885 qui était l'identité liée à nos empires et nos royaumes. On a une autre identité qui est issue des souffrances des mains coupées, 12 millions et demi de population congolaise mains coupées, qui a structuré, consolidé cette identité nationale à travers ses souffrances et pour former cette nation qui est la nôtre aujourd'hui, dont nous sommes héritiers. Tout ceci n'a pas été porté dans les concerts de nations. Parce que lorsque vous parlez avec quelqu'un qui vient d'Israël, il vous rappelle qu'il a vécu la Shoah. N'est-ce pas? Ça fait son identité. Donc dans les rapports internationaux, il faut qu'on rappelle la Shoah sans cesse en ce qui concerne Israël. Mais qu'est-ce qu'on peut rappeler dans les rapports internationaux en ce qui concerne la RDC? Du moins sur la fondation de son identité. Est-ce qu'on a pu rappeler d'une manière ou d'une autre les souffrances de la RDC? Non, me semble-t-il. C'était un sujet caché. C'était un sujet qui était polémique parce qu'on estimait qu'on devait se soumettre à ce qui avait été écrit à notre place. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes nous-mêmes en train d'écrire notre histoire, donc c'est un sujet qui doit être mis sur la table. Il m'en souvient encore, jeune, on nous interdisait de parler de ça. Ce n'était pas autorisé. Parce qu'on allait mettre à mal certaines personnes, certaines populations, certains pays étrangers, certains apologistes de Léopold II. Aujourd'hui, la terre entière trouve qu'effectivement, c'est justifié. Les Nations Unies trouvent que c'est justifié d'en parler. Donc les rapports avec l'extérieur en termes de diplomatie, nous étions limités à pouvoir discuter de certains sujets, pas d'autres. Aujourd'hui, nous avons la latitude de parler de ce qui nous concerne, notamment de notre identité nationale. La diplomatie est liée à votre poids sur la scène internationale. Au plus vous êtes puissant financièrement, au plus vous avez des outils d'influence sur la planète, au plus vous êtes performant sur le plan diplomatique. Si la RDC aujourd'hui, avec ses atouts, c'est-à-dire nos forêts, qui participent à la protection de l'environnement, puisque nous sommes encore un peu mieux lotis dans la mesure où nous protégeons un peu plus nos forêts que les font nos amis d'autres pays. Les tourbières de carbone en RDC sont protégées.
la transition énergétique de la planète avec le cobalt congolais. Rien que ça, rien qu'en ayant dit ça, si vous voulez, je peux ajouter que le fonctionnement des GAFA, c'est avec les matières premières RDC. Alors, cette conscience particulière de cette centralité, d'avoir toutes ces matières premières, si maintenant vous y ajoutez la capacité de la transformation locale, ça fait de vous un poids lourd sur la scène internationale. Et par conséquent, un poids lourd dans la diplomatie. C'est-à-dire que chaque acte qui doit être posé dans les concerts de nations, on doit tenir compte de la position de la RDC. On dit par exemple, on ferme nos frontières, on ne va plus vendre notre cobalt. Ça perturbe la transition énergétique. Il faut être gentil avec nous. Voyez-vous? On dit par exemple que non, écoutez, on a du pétrole dans les mines d'Ombé, on va raser quelques parties des forêts pour pouvoir exploiter ce pétrole, parce que quand même des millions de barils qui sont en train de pourrir là alors qu'on en a besoin. Ah oui, donc le monde entier est secoué. Voyez-vous, vous avez un impact sur le plan diplomatique. Et par conséquent, on peut négocier de temps en temps d'égal à égal ou de supérieur à égal, ou de supérieur à inférieur plutôt. Mais il faut être à la quête de ça, ce que j'appelle la volonté de puissance. Cette volonté de puissance permanente. Mais pour la faire, pour avoir cette volonté de puissance, il faut utiliser les leviers qui sont à votre disposition. Et nous, on a un paquet de leviers. Et regardez la jeunesse congolaise, les talents, la musique congolaise, qui est la musique la plus florissante, la plus essentielle même de la planète. Vous imaginez un pays avec 420 peuples, 420 sons différents, dans le même périmètre, c'est la folie. Nulle part au monde on a ça. Et par conséquent, avec tous ces potentiels, être indépendant veut dire, tout ce que je veux dire là, c'est mettre en valeur tous ces potentiels extraordinaires. Ce n'est pas avoir des potentiels, c'est mettre en valeur, les transformer, les porter en avant et viser des perspectives plus importantes. C'est ça, l'indépendance notamment, c'est ça la place de la RDC, c'est ça la place du Grand Congo dans le concert des nations. C'est une question de mettre à la disposition des intelligences les moyens et les orienter. Si vous fixez aux jeunes gens qui font Polytechnique en disant on a besoin que vous nous fabriquiez un moteur diesel dans 2-3 ans, ils vont vous dire donnez-nous de l'argent, on va vous fabriquer ça. Donnez-nous de l'argent, donnez-nous une sidérurgie, on va faire ça. Parce qu'il n'y a aucune différence entre ceux qui font Polytech ici en RDC et ceux qui le font en France. C'est la Polytech. C'est la même stratégie, les mêmes matières, c'est les mêmes mathématiques, il n'y a aucune différence. Et comment ça se fait qu'eux sont en mesure de pouvoir fabriquer les outils et nous, on ne peut pas le fabriquer? Parce que c'est la même éducation, la même formation. En vertu de quoi un polytechnicien français vous fait des machines et les politiciens congolais vous font la théorie? Il faut qu'il passe à la pratique. Et pour qu'il passe à la pratique, il a besoin de moyens. Il vous dira, moi, j'ai du fer sur place, j'ai tel produit sur place ici, pour transformer ces fers-là en fer, maintenant, de l'acier, voilà la procédure. Je connais la procédure. Cette procédure a un coût. Il faut un endroit, un site, il faut l'électricité, il faut la sidérurgie, il faut des mécanismes de formaliser un outil et un autre. Et finalement, il vous fait ça. C'est exactement ça. C'est pas sorcier. C'est simplement les moyens financiers et l'intelligence mathématique qu'il faut. Ils ont tout ça. Mais pourquoi on ne se pose pas cette question-là? On se dit jamais, tiens, c'est bizarre. Il y a des polytechniciens en RDC. Mais on ne fabrique pas des avions, on ne fabrique rien du tout. Mais pourquoi les autres fabriquent et nous ne fabriquons pas? Avec la même science, ils y arrivent et nous on n'arrive pas. Parce que simplement on n'a pas donné les moyens pour les faire. Nous devons sortir de toute cette stratégie des théoriciens et tout ça. On est dans la théorie, moi intellectuel, machin, tout ça. Non, vous qui êtes du secteur des polytechniques, de l'ingénierat, vous devez être un praticien. Vous produisez des outils. Vous n'êtes pas là pour pouvoir nous parler de votre science, vous êtes là pour produire. Mais je constate qu'effectivement, il y a une évolution extraordinaire au niveau de la Belgique, où il y a une conscience collective qui se met en place. Toute personne de bonne foi, il y en a beaucoup au niveau politique en RDC, et plutôt en Belgique, de sorte qu'on commence dans certaines communes à déboulonner les statuts de Léopold II, à juste titre.
et d'autres font encore la résistance, mais globalement, il y a comme ça une approche d'une génération qui n'a pas connu ça, qui n'a pas vécu ça, qui estime qu'il y a lieu que l'histoire, toute l'histoire, soit mise sur la place publique et qu'on soit au courant de cette histoire-là. Certaines écoles commencent à enseigner cette période très difficile, mais il est temps de pouvoir le faire. Donc, nos relations ne peuvent être très bonnes et fructueuses qu'à l'occasion de la mise sur la table de tous ces éléments de la discussion, sans parti pris. Et par conséquent, ça nous permettra d'aller de l'avant. La grande difficulté qu'il y a dans cette situation, c'est qu'on est viscéralement lié la Belgique et nous. Et vous allez trouver qu'effectivement, nos familles sont à la fois belges, congolaises et tout ça. Et beaucoup d'entre nous, moi y compris, j'ai passé quasiment toute ma jeunesse, toute ma vie en Belgique. C'est une sorte de fusion particulière. La filiation est là, elle est réelle. Mais en même temps, ces deux familles, la famille congolaise, la famille belge, qui forment une même famille, il y a des problèmes sur lesquels on doit absolument s'appesantir. Il y a l'histoire de nos musées, qui sont complètement vides, alors que l'essentiel de ce qui nous revient se trouve en Belgique. On doit en parler avec mon ami le ministère de la Culture et moi-même, dans le cadre de la coopération. On doit établir, à discuter sur ces choses-là. On doit en discuter. Les chefs de l'État, tout comme moi, a vécu en Belgique, et il est très friand de cette relation. Il faut absolument qu'on puisse la conduire en bonne intelligence, mais en même temps, il y a des souvenirs tout à fait difficiles, très difficiles, qu'il faut aussi essayer d'évaluer, d'apprécier, de sorte qu'on puisse avoir la même compréhension des choses. Il ne faut pas se braquer, il faut s'ouvrir à la discussion sur tous les sujets, sans exclusif, sur tous les sujets. Et c'est le moment, je pense, de pouvoir le faire. Je pense que nous sommes suffisamment matures. 60 ans après l'indépendance, nous sommes suffisamment matures pour pouvoir en parler, calmement, sans échauffement, avec la paix du cœur, mais en tenant compte des souffrances des uns et des autres. Surtout de nos souffrances, parce qu'il faut dire qu'on a souffert plus qu'on a gagné. Et voilà, c'est un peu ça. Mais en bonne intelligence sans cesse. On a des très bonnes relations, on doit les garder, mais en même temps, on a une histoire douloureuse qu'on doit mettre sur la place publique et qu'on doit enseigner. J'y reviens pour dire que la contradiction est un signe de haute culture. Un homme supérieur la convoque, la sollicite, l'invite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Nous ne sommes pas parfaits et par conséquent, toutes les fautes qu'on peut commettre, on peut le corriger si on a un apport positif de la part de ceux qui nous regardent, qui estiment que ce que nous faisons a un sens, mais on peut l'améliorer en faisant ceci ou cela. Je vous remercie.